La première fonction connue de tout le monde, c'est celle d'épuration. C'est-à-dire c'est le rein qui épure le sang, donc qui permet à l'organisme d'avoir tous les conscients de l'organisme ont des concentrations presque qui ne bougent pas. Ça, c'est à cause du rein. C'est-à-dire que si vous buvez beaucoup d'eau, vous n'êtes pas en surcharge parce que le rein fonctionne, vous allez l'éliminer. Si vous mangez des éléments riches en certains éléments tels que le potassium, vous allez l'éliminer, ainsi de suite. Donc c'est l'organe d'épuration et ça permet de maintenir l'équilibre au niveau du sang de tous les conscients de l'organisme. Ça, c'est le premier élément qui est connu, mais il y a d'autres fonctions vraiment aussi importantes qui sont moins bien connues. C'est ce qu'on appelle les fonctions endocriniennes. C'est-à-dire, normalement, quand on a un rein qui fonctionne normalement, on ne devrait pas être hypertendu, parce que c'est le rein qui permet de réguler la pression artérielle, en tout cas en grande partie. Si nos os sont aussi solides parce qu'il y a du calcium, le rein joue un rôle fondamental dans le métabolisme phosphocalcique, ce qui permet à nos os d'avoir du calcium à suffisance et d'être fixés. Donc vous voyez que donc, le rein, c'est un organe extrêmement important qui, permet d'établir l'équilibre, ce qu'on appelle nous dans notre jargon, hydroélectrolytique, donc de l'eau et de tous les conscients de l'organisme, permet de réguler la pression artérielle, donc la tension, de synthétiser l'hémoglobine, donc régler l'anémie, et le calcium. Donc ça permet à nos os d'avoir suffisamment de calcium, si on sait que le calcium, c'est le ciment osseux. Effectivement, c'est une pathologie, malheureusement, qui est très répandue. Et on a deux types d'insuffisance rénale. On a l'insuffisance rénale aiguë, donc c'est un dysfonctionnement aigu des reins brutalement qui survient. Et les reins n'arrivent plus à assurer leur fonction, en particulier l'épuration, surtout la fonction d'épuration qui est atteinte. Et si on fait tôt le diagnostic, on met le traitement adéquat, cette insuffisance rénale aiguë peut récupérer. Mais c'est quand même assez fréquent. Et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique. Nous, on préfère maintenant le terme de maladie rénale chronique. Il y a plusieurs stades où le rein est atteint de manière irréversible. Donc, il n'y a pas de, quand on a une insuffisance rénale chronique, il n'y a pas de récupération possible. Mais il faut savoir qu'il y a des stades, il y a des degrés. Il y a des degrés du stade 1 jusqu'au stade 5 d'insuffisance rénale chronique. Mais cette évolution du stade 1 au stade 5 peut être très longue en fonction de la prise en charge initiale. Donc ça peut faire 5 ans, 6 ans, 10 ans, comme ça peut faire 6 mois, 1 an. Ça dépend de la prise en charge. C'est pourquoi le thème de cette journée cette année, c'est de dépister tôt les maladies rénales pour les protéger. Plus on fait le dépistage précoce, plus on a les mesures qu'il faut pour les prendre en charge, plus les reins sont protégés, donc plus l'évolution va être très lente. C'est difficile de donner une prévalence ou un taux exact au Sénégal. Ce sont des approximations. Parce que malheureusement, ça fait partie des choses qu'il faudra corriger. Il faudra, si on veut faire de la prévention efficace, je pense qu'il faudra faire une enquête nationale sur la maladie rénale chronique qui permettra, de déterminer vraiment sa prévalence exacte au Sénégal. Et surtout, ça permettra d'identifier les zones les plus atteintes et les facteurs étiologiques. C'est en ce moment qu'on pourra agir là-dessus. Donc on ne peut pas, il n'y a pas une étude nationale qui permet de dire, mais on a extrapolé, c'est à 2000, 3000, il y a peut-être même plus. Parce que dans nos consultations habituelles, sur 20 malades qui voient par jour, la moitié ont une maladie rénale chronique, ou plus de la moitié. Donc je pense que l'incidence, nous, on voit dans le mois plus de 100 insuffisances rénales par mois, ça c'est clair, hein, sur toutes les consultations réunies. Donc c'est un véritable fléau. Et malheureusement, l'insuffisance rénale, la personne sent les signes quand elle a perdu au moins 75% de son rein. Il y a de la prévention, mais elle n'est pas suffisante. Je disais à quelqu'un que si on ouvrait aujourd'hui des centres d'hémodialyse dans tous les quartiers du Sénégal, si on ne fait pas une prévention adaptée, ils seront tous pleins le lendemain. Parce que les facteurs de risque sont là. Les facteurs sont connus. Il y a l'hypertension, il y a le diabète, il y a la phytothérapie qu'on appelle les médicaments néphrotoxiques, les médicaments de la rue. Voilà. Et puis, il y a les infections mal traitées, il y a le paludisme, il y a le VIH, donc il y a la drépano. Tout ça sont des facteurs de risque de développer une insuffisance rénale. Donc, si on anticipe, il y a une bonne partie de l'insuffisance rénale qui est évitable et qui peut être prévenue. Et même si elle se déclare, la progression peut être ralentie de manière considérable.
Mais oui, parce qu'on a dit les reins vont-ils bien? La deuxième question, c'est dépister de manière précoce pour protéger les reins. Ça veut dire qu'on insiste encore sur le dépistage. Parce que les reins, en plus, il n'y a pas beaucoup de signes, même quand c'est aigu. C'est souvent les urines qui baissent, c'est souvent on urine du sang, souvent les pieds qui gonflent. Voilà, il n'y a pas beaucoup de signes. Donc, mais quand on a certains facteurs de risque, on doit quand même obligatoirement se faire dépister, ne serait-ce qu'une fois par an. Quand on est hypertendu, naturellement. Quand on est diabétique, naturellement. Quand dans votre famille, quelqu'un a fait une maladie rénale, il a fait la dialyse, il faut faire dépister. Quand on est drépanocytaire, il faut se faire dépister. Quand on suit malheureusement les insuffisance rénale aiguës qui font le lit des chroniques, c'est fréquent chez les femmes malheureusement qui accouchent et qui saignent énormément. Donc il faut la consultation prénatale, il faut le cadre de l'accouchement, et les accouchements à domicile, les éviter. Quand on a un palu grave, il faut lutter contre les palus graves parce que c'est source de maladie. On en a de temps en temps, pendant la période du palu, on a beaucoup d'insuffisance rénale aiguë. Il y en a qui récupèrent, il y en a malheureusement qui passent à la chronicité. Donc il y a beaucoup de travail de prévention et de sensibilisation. Et arrêter de prendre les médicaments à tout bout de champ, tout ce qui tombe entre les mains, que ce soit bien les médicaments modernes que les médicaments traditionnels. Ça, c'est des sources d'insuffisance rénale chronique. Mais la transplantation, le besoin est là. Le besoin est là. Parce que si je prends approximativement les malades dialysés au Sénégal, les derniers chiffres, ça tourne autour de 1000 dans les centres publics. Sur les 1000, quand on a fait un travail de mémoire, je pense qu'après les 30% à 40% peuvent être éligibles à une transplantation rénale. Et donc ça, c'est quand même énorme. 30-40%. Donc ça veut dire que le besoin est énorme. Et sans parler des malades qui ne sont pas transplantés, parce qu'on peut quand même donner la possibilité aux gens. Quand ils arrivent au stade 5, au lieu d'entrer en dialyse, ils sont transplantés directement. D'ailleurs, ce qu'on a greffé, les deux, c'était comme ça. Ça leur évite le circuit de la dialyse. Donc il faut faire la transplantation. La demande est là, nous sommes assaillis, ça je peux vous le dire. Les coups de fil, les malades qui appellent, qui viennent en consultation, on a une pile de dossiers. Et donc ça, c'est une demande sociale à laquelle il faut répondre. Malheureusement, l'activité, je peux dire, est presque à l'arrêt parce qu'il faut trouver les moyens de financer cette activité. Parce qu'un hôpital ne peut pas prendre en charge ad aeternam vitam les frais de la transplantation. Autant, il y a beaucoup d'argent qui est mis dans la dialyse. Et je pense qu'à mon humble avis, il faut que progressivement également, qu'on puisse subventionner la transplantation. D'autant plus que la transplantation présente plusieurs avantages par rapport à la dialyse. Si on prend le coût sur le plan économique, ce qui intéresse souvent les gens. Si un malade transplanté au bout de 2 ans, 3 ans, un malade dialysé peut faire le coût d'une dialyse peut prendre en charge 2 transplantés au bout de 2 ans, 3 ans. Donc vous voyez, il n'y a pas photo sur le plan économique. Et en plus, les gens, quand on les traite, c'est pour qu'ils retrouvent une qualité de vie. Quand on est transplanté, on retrouve une qualité de vie. Quand on est dialysé, c'est 3 fois par semaine à l'hôpital. C'est l'absentéisme au travail, ce sont les familles qui se disloquent. C'est la perte de l'emploi. Mais quand on est transplanté, on retrouve ses activités normales. On va au boulot, on gère sa famille, on gère tout le monde. La qualité de vie Et puis quand on prend l'espérance de vie d'un transplanté, c'est presque l'espérance de vie de tout le monde. Alors qu'un dialysé, quand même si vous vivez, on a des dialysés 15-20 ans, mais ils ont beaucoup de complications cardiovasculaires, les problèmes osseux, donc ils finissent sur des chariots. Donc humainement, c'est très dur à supporter. Et surtout, d'autres choses sont des jeunes personnes qu'on dialyse. Quand on dit prendre en charge une jeune personne, il faut lui redonner sa dignité, qu'elle puisse travailler, qu'elle puisse fonder un foyer, qu'elle puisse être utile à elle-même et à la société. Donc, pour toutes ces raisons, nous pensons que la transplantation, au même titre que la dialyse, doit être subventionnée, et ça de manière graduelle. Pour la santé, je ne suis pas souvent d'accord quand on parle de c'est cher, parce que pour moi, la vie humaine, elle n'a pas de prix. Mettre un malade en réa, ça coûte beaucoup plus cher souvent, parce que mais pourtant on les met en réa. Donc pour moi, vraiment sauver une vie, rendre à quelqu'un sa dignité de personne humaine, je pense que ça n'a pas de prix. Et je pense que ce n'est pas là où ça bloque. Maintenant, on est en train de travailler sur un document pour vraiment montrer un peu l'avantage de la transplantation par rapport à la dialyse. Je pense qu'avec ça, moi je suis convaincu qu'on va trouver une solution. Je suis d'accord que
le rythme aurait dû être plus rapide, je suis d'accord, mais je pense que, en tout cas, ma prière et la prière de tous les malades, de tous les acteurs de la néphrologie, c'est que la transplantation puisse être prise en charge au même titre que la dialyse, et je pense que ça va être fait, et peut-être même aller vers un programme plus cohérent qui prend la maladie rénale de la prévention au traitement, en passant par la dialyse et la transplantation. Ah oui, il y a des gens qui viennent avec 2-3 donneurs. Voilà, j'ai mon frère, et puis à la limite, chacun veut donner. Donc c'est quand même extraordinaire cet altruisme, hein, les gens veulent donner. Et nous, on a élaboré beaucoup d'outils de communication. On a les guides du donneur qu'on partage, le guide du receveur. On a même le guide islamique pour le don, parce qu'on a travaillé avec les imams, les ulémas. Vraiment, on a rédigé un petit livre pour donner un peu le point de vue de l'islam sur le don, qui est parfaitement en phase avec le don. On a travaillé avec l'Église catholique également. Ils ont produit un livret et l'Église également encourage le don d'organes. Je pense qu'un acte de générosité ne peut pas être plus fort que de donner un organe. Et ça, vraiment, nous tous, nous avons presque pleuré après les premières transplantations, parce que quand on voyait le donneur, les regards du donneur et du receveur se croiser, vraiment c'était très émouvant, et on sentait vraiment le don du soi, vraiment de la générosité dans leur acte. Et les gens veulent donner. Demander pardon avec ce mois béni de Ramadan à tout le monde, nos collaborateurs, nos malades, surtout ceux qui attendent une transplantation rénale sans qu'on puisse le faire. Et également formuler les prières, vraiment de fortes prières, pour que, enfin, le problème de la prise en charge des malades en transplantation soit résolu au courant de cette année 2025. Ça, c'est le vœu le plus cher de tous les professionnels de santé et de néphrologie. C'est le vœu le plus cher de tous nos patients également. Et vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette cette année de franchir ce pas pour le bien de notre malade, et pour que notre pays également, qui est rentré dans l'ère de la transplantation, puisse encore en faire davantage et servir d'exemple aux autres.